Salut les amis, nouvelle saison, nouvelle ère, les pistonnets sont toujours là et on recommence cette nouvelle année 2022 en se remémorant un petit peu le passé, en faisant le bilan notamment de cette année 2021. Alors, on reprend tout doucement, c'est la première émission de cette nouvelle année. On est resté chez nous avec Hamza et Brice tout simplement parce que le plateau est pas encore prêt, il n'est pas encore disponible, mais promis, dès le début du mois de mars, on retournera sur ce plateau. Mais on va dire bonjour aux pistonnés, aux protagonistes. Ils sont de retour, je l'ai dit, pour 2022. Monsieur Hamza Ramani, déjà, qui nous a régalé pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, il enchaîne les masterclass. Je ne sais pas si à ce rythme-là, c'est pas toi l'homme de l'année 2022. Salut Hamza. Non, 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 ça commence. Non, non, pas trop. Pas trop de compliments. Pas en ce début d'année. Pas en ce début d'année. Peut-être plus tard, je le mériterai certainement, mais là, c'est encore trop tôt. Comment ça va? Ben, ça va super. Ravi de te retrouver, ravi de retrouver les pistonnés, ravi de parler de Formule 1 surtout, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire qu'on n'a pas eu le temps de dire à la fin de l'année dernière. Donc oui. Donc, oui. Monsieur Brice Germain qui est avec nous. Monsieur Brice Germain, c'est le step-up dans cette année 2022. Nouvelle voiture, promotion, paraît-il. Enfin bon, bref, les choses se mettent en place. Comment ça va, mon Brice? Ça va bien. Et vous? Ouais, j'ai été impressionné par les masterclass d'Hamza. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je booste à mort au taf, moi aussi, pour percer au moins autant que lui, tu vois. Eh ouais, c'est lui qui nous tire vers le haut, bien sûr, dans ce début d'année 2022. Les gars, on en reparlera, bien sûr, de cette nouvelle ère, de cette nouvelle Formule 1 2022. Mais je vous propose tout de suite, les amis, qu'on revienne un petit peu en arrière. On a pris du recul avec Abu Dhabi. C'est l'heure, tout simplement, de faire le bilan de cette année 2021. L'année 2021, année historique, on a cessé de le répéter tout au long de cette saison 2021. Les gars, c'est l'heure d'ouvrir le conseil de classe un peu et de faire le bilan. Alors, on a pris un petit peu de recul avec les événements. C'est vrai qu'on avait commenté à chaud ce Grand Prix d'Abu Dhabi qui n'était pas facile. J'imagine que vous avez fait le bilan, que vous avez nourri bien sûr les réflexions un petit peu de votre côté. Je vous propose qu'on regarde tout de suite les notes qu'on a décidé d'attribuer aux écuries justement en 2021. La plus haute, c'est Red Bull, 18 sur 20, un 17 quand même pour Mercedes. On en parlera un petit peu après. Ferrari 16. On va retrouver aussi également du 14 pour Williams. Ensuite, AlphaTauri 12, Alpine 11, McLaren 13. La note la plus basse, elle est pour Aston Martin, 5 sur 20. Et on y reviendra, sans doute le flop de cette année 2021. Et une équipe qui est non notée ou notée dans une catégorie différente. On a vu le petit jeu de mots, F2 sur 20 ou non noté. Vous choisirez bien sûr et on s'expliquera sur l'ensemble de ces choix. On fonce tout de suite, si vous le voulez bien les gars, sur Mercedes, 17 sur 20. On voulait attaquer avec eux tout simplement parce que c'est l'écurie championne du monde. Voilà un petit peu les différentes les petites notes qu'on a prises sur la saison de Mercedes. Une domination contestée, pire bilan statistique de l'ère hybride en points, en victoire, en pôle, zéro jeton dépensé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de développement sur cette voiture. Le progrès a été fait par de l'optimisation au niveau du setup et in fine, ça donne le 8e titre constructeur consécutif pour Mercedes. Vous vouliez insister là-dessus et c'est là-dessus que je vous attends, cette formidable résilience qui vaut cette très bonne note pour Mercedes que l'on disait dans la sauce à Bahreïn, qui était quand même devant après 4 Grands Prix. Le tournant de Silverstone, puisqu'on avait cette sensation qu'ils étaient au fond du trou, qu'ils ne pouvaient rien faire contre Red Bull. Et ces 4 derniers Grands Prix magiques, là encore une fois, je tiens à le répéter, c'est sur de l'optimisation de setup et non pas du développement, puisqu'ils n'ont pas utilisé, on l'a dit, de jetons. Malgré tout, cette note baisse parce qu'il y a eu des erreurs inhabituelles. L'erreur de Hamilton à Bakou, le problème d'écrou du côté de Monaco sur la voiture de Bottas, des erreurs stratégiques en Hongrie, en Turquie, en Italie, des coups qui ne marchent plus en 2021. Ça marchait en 2021, ça n'a pas marché aux États-Unis et au Mexique. De la nervosité à Abu Dhabi forcément et au Brésil également. Bref, les amis, qu'est-ce que vous retenez de cette saison de chez Mercedes? On l'a dit, 17 sur 20, c'est une très très bonne note. On a expliqué pourquoi ils ont perdu des points. Je crois que vous vouliez surtout insister sur cet esprit de résilience. Ouais, ils ont perdu des points parce qu'on a constaté que c'était des humains et pas des robots pour la première année depuis 2014 et que quand une écurie arrive avec autant d'ingénierie faite pour cette saison-là, que une écurie arrive avec un pilote comme Max Verstappen qui concrètement tient la pression, tient au pilotage la stature de Lewis Hamilton, forcément Mercedes est capable de faire des erreurs. Après, effectivement, avec une voiture aussi mal née et aussi mal née aussi parce que la réglementation était un petit peu orientée contre Mercedes, pas forcément volontairement, mais en tout cas
ça s'est révélé être le cas. Force est de constater que sans développer, qu'est-ce qu'ils sont forts dans la gestion de ce qu'ils ont. On dit toujours au poker, c'est pas les cartes qui comptent, c'est ce que vous en faites, pour citer Winamax pour rien cacher. Euh, et ben, force est de constater qu'avec, allez, on va dire une paire de 10, ce qui était le cas pour Mercedes cette saison, ils ont réussi à faire quelque chose d'absolument incroyable et de se servir de tout leur potentiel pour réussir à tenir à dragée haute à Red Bull jusqu'au dernier tour. Donc oui, c'est une énorme saison de Mercedes, pas tant du côté de développement de la voiture, mais plus du côté des cerveaux qui ont mis en place cette voiture sur les Grands Prix semaine après semaine. Ce qui m'a impressionné, moi, c'est vraiment la capacité de réaction, la capacité de rebond. Souvent, on les a cru, moi le premier, perdus ou au moins largués par rapport à Red Bull. Et cette faculté qu'ils ont eue à réagir, pour moi, elle est plus importante que les erreurs commises forcément sous pression. Et là aussi, on ne va peut-être pas en parler parce qu'on en a suffisamment parlé, aussi bien nous que tout le monde de la F1. Mais s'il n'y a pas ce qui se passe sur le dernier tour, cette décision à Abu Dhabi pour relancer la course et offrir le titre à Max Verstappen, Mercedes fait doubler constructeur-pilote, pilote-constructeur. Donc au final, la saison de Mercedes, je la trouve presque plus impressionnante que ces saisons de domination où il y avait moins de concurrence et où ils se montraient parfaits du début à la fin, où ils ne commettaient pas d'erreurs. Là, il y a eu des erreurs, mais la capacité, cette faculté de rebond, pour moi, elle est bien plus importante que les erreurs commises sur l'ensemble de la saison. Il fallait quand même souligner la régression. Il fallait quand même souligner la régression de dire on passe d'une écurie championne du monde. Donc, il l'est toujours, tu vas me dire. Mais une écurie championne du monde assez largement, en tout cas assez facilement, avec des solutions à chaque fois de plan B si besoin sur certains Grands Prix les dernières années, qui, là, au final, se trouve à Bahreïn avec une voiture qui, à l'instant de Bahreïn, ne joue pas le titre. Et on est obligé de souligner ça dans le dessin de la voiture, dans la conception de la voiture. 50% du travail est fait durant l'année et 50% du travail est fait l'hiver au moment de concevoir la machine. Et en l'occurrence, ces premiers 50%-là, on est obligé de les sanctionner quand on parle de Mercedes cette saison. Mais Hamza disait un truc assez intéressant. Est-ce que justement le dernier tour à Abu Dhabi et les décisions prises par la FIA changent pas un petit peu la perception de la saison de Mercedes? Parce que si à la fin ils finissent avec les 2 titres, est-ce que quelque part tu n'aurais pas été tenté de mieux noter que l'année dernière ou l'année précédente? Peut-être moins bien noté Red Bull, éventuellement. Ouais, c'est peut-être plus ça à la rigueur parce que moi, à la rigueur, cette saison, Mercedes, je leur donne 9 sur 10 dans le côté course, dans le côté gestion de Grand Prix et à partir de mars. Mais je leur donne 6 sur 10 à la conception de la voiture. Donc forcément, je suis pas sûr qu'ils aient fait d'erreurs différentes qui feraient qu'on les noterait mieux. Ils n'ont pas fait d'erreurs particulières, ils ont subi ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Si ce n'est peut-être le fait de ne pas faire rentrer Hamilton, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on en savait qu'il n'y allait pas y avoir de drapeau rouge? Qu'est-ce qu'on en savait que la safety car n'allait pas durer jusqu'à la fin? Donc, quelque part, je vois pas comment on peut les sanctionner comme ça. C'est plus effectivement Red Bull ou le pari qu'ils ont fait tout au long de la saison a été davantage réussi et a davantage réussi grâce à Abu Dhabi parce qu'il y a eu cette décision controversée-là qui met en lumière le titre de Max Verstappen alors que ça aurait été une saison de déception supplémentaire si Hamilton avait été titré. Justement, Lewis Hamilton, vous en avez touché un mot, les gars, sur les différentes saisons de l'ère hybride qu'on a pu suivre. Est-ce que pour vous, c'est l'une des plus belles saisons, en tout cas, de Lewis Hamilton, si ce n'est sa meilleure saison en carrière, même si on va au-delà? En fait, je sais pas si c'est sa plus grande saison dans le sens où c'est parce qu'il y a de l'adversité qu'on a remarqué le grand talent de Lewis Hamilton. Mais est-ce qu'on n'a pas manqué d'attention à certains moments de sa carrière ou parce qu'il manquait d'adversité, on n'a pas forcément souligné le talent de Lewis Hamilton. Si on prend 2019, est-ce qu'il fait pas une des plus grandes saisons de sa carrière aussi? Mais simplement, en fait, en face, il y a pas grand-chose. Il y a Ferrari qui tient avec le débitmètre, mais pas longtemps. Donc voilà. Moi, je pense que c'est la saison où il a le plus géré la pression par rapport à l'adversité et où il a toujours su rebondir et il a toujours eu ces mots
dans la radio, never give up, it's not over yet. Enfin voilà, il y avait ce côté toujours, on peut le faire, on est Mercedes, on a notre expérience, donc mentalement c'est peut-être la plus forte de ces saisons. On l'a vu épuisé à certains moments. Visiblement, il souffrirait d'un Covid long quand même. C'est ce qu'on a pu voir. Il est quand même diminué physiquement cette année par rapport à l'année d'avant. Et j'ai trouvé que le gars a été fantastique en termes de mentalité, quoi. Il a été poussé dans ses retranchements et chapeau d'avoir tenu jusque-là parce qu'il y a tellement de moments où on les a cru morts que savoir que ça a tenu à une décision de Michael Masi, mine de rien, ça relève quand même de l'exploit de la part de Lewis Hamilton, de son clan et de toute l'écurie Mercedes d'être resté dans le match alors que plusieurs fois il y avait 3 buts d'avance pour Red Bull, quoi. Brice a tout dit. Je pense que pour répondre rapidement à la question, s'il n'y a pas cette décision, Hamilton remporte son 8e titre et pour moi, c'est le plus beau. Clairement. Et tu sais, bon, après, on n'est pas là pour en débattre, mais on pourrait digresser pendant des heures. C'est vrai que tu te demandes s'il avait gagné ce 8e titre, est-ce que justement, ça n'aurait pas été la fin, même si on sait qu'il a re-signé pour 2 ans avec Mercedes, ça aurait pu être aussi, bien sûr, la fin. On aurait pu parler du cas Bottas. Peu de choses à dire sur Bottas au sein de Mercedes, les gars. Bah, il a souffert en fait du fait qu'il y ait quelqu'un en face d'Hamilton qui était autre qu'interne. Déjà, il était pas mal faire valoir d'Hamilton dans les saisons précédentes, mais là, en l'occurrence, il n'avait qu'un rôle, c'était celui de bloquer le plus possible Red Bull. Donc, je sais pas si on peut dire que la saison de Bottas est moins bonne que les autres. Je pense pas. Je pense que à plusieurs moments, il a été très précieux et très utile à Mercedes. Il y a eu des couacs, certaines fois de Mercedes, on pense à Monaco. Il y a eu Imola avec Russell. Oui, il y a eu Bakou, il n'avait pas de rythme du tout. Mais sincèrement, je pense que arrivé à Bahreïn et avec cette voiture qui était inconduisible pour lui, mine de rien, il a quand même bien servi Mercedes. Et aujourd'hui, si Mercedes est championne du monde avec autant d'avance entre guillemets par rapport au pilote, bah ça va être grâce à lui quand même. Donc Bottas, c'est pas si mal ce qu'il a fait cette année et c'est peut-être une belle manière de dire au revoir à Mercedes. Hamza, aucun bémol? Toi, l'avocat de Valtteri. Non, mais il met 36 points à Sergio Pérez. Alors, Sergio Pérez, nouveau pilote au sein d'une nouvelle structure, il y a un apprentissage effectivement, mais effectivement, je pense que Valtteri Bottas a usé aussi de manque de réussite par moment, de courses que lui a manqué, mais aussi de courses qui n'étaient pas son fait. Je pense que sur l'ensemble de la saison, il a fait le travail. Les gars, je vous propose de passer tout de suite à Red Bull. Red Bull, on l'a dit, c'est la meilleure note pour les pistonnés, en tout cas sur cette saison 2021, 18 sur 20. Et cette question, est-ce que le pari est réussi? Il y a déjà, en tout cas dans la sensation, quelque chose qui va compter, c'est l'effet de surprise. Qui aurait pu penser que Red Bull aurait, en tout cas cette saison-là, la meilleure voiture sur la majorité des courses? Ont-ils d'ailleurs sacrifié la saison 2022 pour essayer d'aller chercher quelque chose en 2021? Et là, encore une fois, la question va se reposer. Elle s'est posée pour Mercedes et Hamilton. Elle va se reposer pour Red Bull. Est-ce que la décision de Michael Masi change un petit peu aussi la perception de cette saison, si tant est que Red Bull ait pris un risque vis-à-vis de 2022 pour 2021? Passons un petit mot aussi également sur Verstappen, le beau champion des statistiques de champion. 10 victoires, 10 pôles, 18 podiums, 652 tours en tête contre 297 à Lewis Hamilton. Une agressivité récompensée parce que c'est vrai que c'était une question qu'on se posait tout au long de cette saison. Est-ce que l'agressivité de Verstappen n'allait pas lui jouer des tours, lui faire perdre des points et pourquoi pas le titre? Et aussi remarquer qu'il n'a pas craqué dans la guerre des nerfs contre Lewis Hamilton alors que d'autres par le passé, on pense notamment à Sebastian Vettel ou Nico Rosberg, ont pu justement craquer face à la pression mise par le Britannique. Et puis, puisqu'on parle de Verstappen, parlons aussi également de Perez. Est-ce que pour vous, c'est un casting réussi? Une victoire, 5 podiums. On n'avait pas eu une deuxième voiture aussi performante chez Red Bull depuis 2017. Des erreurs de la part de Sergio Perez, dont la saison n'a pas été parfaite, notamment en qualif et parfois aussi également en course. Mais un pilote, il l'a montré à Abu Dhabi, au service de Max Verstappen. Pourquoi avoir donné la meilleure note de cette saison 2021 à Red Bull, les gars? Sincèrement, la voiture arrive à Bahreïn avec une avance considérable et la voiture réussit à garder son avance quand même jusqu'au Mexique. Ça dépend par moment, mais force est de constater qu'il y a quand même une grande majorité de circuits où la Red Bull est devant et tout simplement parce qu'elle a su faire, l'écurie a su faire ce que personne n'a fait depuis 2014. Ferrari, on leur promettait
Le titre en 2018, rien du tout. Dès l'Allemagne, c'était terminé et tout le monde a craqué. Là, on a quand même un collectif chez Red Bull qui a réussi dans les têtes et dans les cerveaux, et quand je dis dans les têtes, c'est dans le mental et également dans le jus de cerveau, à savoir vraiment l'intelligence de composition de la voiture, à créer quelque chose qui pouvait lutter avec Mercedes. Donc, pour ça, déjà, oui, ça mérite pour moi la meilleure note. Le fait déjà de prendre un titre à Mercedes, c'est quelque chose d'inédit. Sur la gestion de l'ensemble de la saison, je pense qu'ils sont rentrés dans un système qui leur correspondait, à savoir voir des ennemis, enfin, je parle de communication notamment, placer des ennemis publics, avoir des rôles de gentils, des rôles de méchants, ce que Mercedes finalement n'était pas forcément habitué. On a vu les réactions notamment de Toto Wolff. Mercedes est arrivé dans un coin presque inconnu pour elle dans ce style Red Bull. Donc Red Bull a placé l'échiquier sur lequel il voulait jouer. Et c'est ça qui a été intéressant, je pense, sur l'ensemble de la saison de Red Bull. Effectivement, le développement de la voiture. Alors, la fameuse question, est-ce qu'ils ont sacrifié 2022? Ça, on ne peut pas le savoir avant au moins le début de cette saison. Mais le risque, en tout cas, s'est avéré payant puisqu'ils ont au moins chippé un titre de champion du monde. Et là, encore une fois, et je suis désolé de vous poser cette question-là, les gars, mais c'est forcément le sujet latent à travers ce bilan 2021. Est-ce que si la décision de Masi est différente dans le dernier tour du dernier Grand Prix de cette saison et que justement Max Verstappen ne remporte pas ce titre de champion du monde, est-ce qu'on n'aurait pas été à ce moment-là déçu justement par la saison de Red Bull au vu du potentiel justement de la voiture et au vu, rappelez-vous, quand on était au Castellet, qu'on s'est dit le soir sur le balcon après la course, on s'est dit Mercedes est nulle part et Red Bull ne peut pas passer à côté de ce titre. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, moi, personnellement, je n'aurais pas forcément été déçu parce que quoi qu'il arrive, la saison était belle, était magnifique et Red Bull a tout fait pour aller shipper au moins un titre et peut-être même les deux titres. Après, effectivement, s'il se passe ce qui se passe, justement, tu te retrouves avec 0 titre. Donc, le niveau comptable fait que ça aurait été une déception, mais sur la performance, de toute façon, Red Bull s'est rapproché et a fait ce que personne n'a su faire, tu le disais très bien, Brice, tout à l'heure, depuis 2014. Rien que pour ça, la saison de Red Bull, à mes yeux, elle est réussie. Alors en plus, ils vont chercher un titre champion du monde, c'est jackpot. Et puis ça récompense la prise de risque, la progression entre 2020 et 2021 est folle. Jusqu'en 2018, Red Bull est la 3e force du championnat. Aujourd'hui, ils sont passés 2e force à partir du moment où Ferrari est tombé. Et là, cette saison, ils ont été quand même la plupart du temps première force du championnat. Donc la progression est dingue pour cette écurie qui ne fait pas son moteur, donc il doit intégrer les paramètres extérieurs. Ils prennent un risque sur le moteur. Je vous rappelle qu'en début de saison, on promettait l'enfer à Red Bull par rapport à la fiabilité de son moteur. Au final, est-ce qu'on a vu un moteur Honda pété dans les Red Bull? J'ai pas souvenir, mais je crois pas. Dans les AlphaTauri peut-être, mais dans les Red Bull, il me semble pas. C'est plutôt le moteur Mercedes qui nous avait habitués à une fiabilité et une performance absolument incroyable qui faisait défaut à Mercedes. Donc oui, la décision de Masi, elle peut changer la perception parce que dans l'histoire, on n'aurait pas retenu le nom de Red Bull sur 2021. Mais la perception globale que tu as sur la saison, c'est qu'au final, Mercedes a enfin un adversaire et que Ferrari n'a pas réussi. Williams en 2015 n'a pas réussi. Et que cette année, Red Bull et Max Verstappen, en fait, c'est un combo qui est si violent pour Mercedes que toute la saison, Mercedes, on ne les a pas reconnus. On n'a pas reconnu certains choix stratégiques, alors que James Wolfe était adulé comme Ross Brawn aurait pu l'être à l'époque de Ferrari. Le moteur Mercedes était adulé comme le moteur Ferrari dans les années 2000. Et cette année, en fait, tout est redevenu humain, entre guillemets, chez Mercedes. Et ça, c'est dû à Red Bull. Donc, il y a tout quand même un package de choses qu'ils ont mieux fait cette année qui fait que, oui, dans tous les cas, même s'ils gagnent ou ils perdent le titre, une note très élevée est largement méritée parce qu'ils sont allés titiller Mercedes là où personne n'a su le faire. Un petit mot, les gars, sur les pilotes et notamment sur le champion du monde, forcément, Max Verstappen. On l'a dit, je le disais tout à l'heure là, à travers ce tableau.
l'agressivité récompensée. On a souvent dit, depuis qu'il est arrivé en Formule 1, qu'il était trop agressif, qu'il en était parfois peut-être au début dangereux pour les autres, qu'il payait cher cette agressivité, qu'il manquait parfois un petit peu de constance. Ça, c'était ce qu'on pouvait dire par le passé. Et sur ces 2 dernières saisons, il nous a apporté une très belle réponse et une très belle progression. Cette année, moi, j'ai l'impression que ce titre de champion du monde, c'est à l'agressivité qu'il va le gagner. Quand on prend notamment les différents faits, lorsqu'il force le passage à Imola sur Hamilton, lorsqu'il le recommence du côté de Barcelone, lorsque quelque part il est aussi également assez agressif en Italie. Il coupe l'herbe sous le pied d'Hamilton, qui était quand même l'un des grands favoris à ce moment-là pour aller chercher des points. Et la Mercedes, on sentait qu'elle était au-dessus à Monza. J'ai la sensation, franchement, qu'il a construit ce titre en définitive sur sa propre identité, sur son propre ADN, l'agressivité. La saison de Max Verstappen, à mes yeux, elle est exceptionnelle, elle est parfaite. Je pense qu'on a dit et employé tous les qualificatifs possibles depuis maintenant plusieurs mois. Il faut rappeler quand même que Max Verstappen, sur l'ensemble de la saison 2021, hormis sa 9e place en Hongrie, on se rappelle, il avait une demi-voiture. Si on exclut les abandons, il fait que 1er ou 2e sur l'ensemble de la saison. Il n'a même pas goûté la 3e place. La saison de Max Verstappen, elle est folle, elle est exceptionnelle. Et en termes comptables et statistiques, le titre, il est largement mérité pour Max Verstappen, plus, par exemple, qu'un certain Lewis Hamilton. Et finalement, en fait, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que, en tout cas, moi, de mon côté, je m'en souviendrai comment a été attribué ce titre de champion à Max Verstappen. Mais sur l'ensemble de la saison, le sacre est un peu plus logique. Ouais, il souffre d'un manque de légitimité, ce sacre, dû à 2 minutes 30 de panique d'un directeur de course australien, en fait, concrètement. Mais sinon, il y a quand même eu 22 courses avant et 22 courses dont la moitié ou un peu plus ont été exceptionnelles pour Max Verstappen. Donc, je trouve que vraiment, il fait une saison incroyable et son agressivité est à hauteur de l'agressivité des choix de son équipe. Au moment de la création de cette voiture, ils ont fait beaucoup de paris et quelque part, si Red Bull, comme je le dis souvent dans l'émission, est l'écurie du coup d'éclat, donc ils préfèrent, je pense, se rater en ayant tenté le tout pour le tout et avoir fait quelque chose de spectaculaire plutôt que d'avoir assuré le coup. Max Verstappen n'est pas le genre de mec à assurer le coup et Red Bull n'est pas le genre d'écurie à vouloir assurer le coup. Ils ont tenté, ils ont pris des risques. Peut-être qu'ils le paieront cher en 2022. En attendant, le nom de Verstappen est gravé sur le trophée et ça, c'est tout ce qu'ils voulaient, leur petit prodige. Et le coup de communication et le coup marketing, comme aime Red Bull, est réussi, je pense. Juste un petit mot, les gars, sur Pérez. Je vous posais la question tout à l'heure, casting réussi, oui ou non? Je parle même en vue de 2022, parce que 2022, c'est demain. Claro, on se posait la question de y a-t-il un pilote dans la numéro 2 l'année dernière? Moi, je pense qu'on a répondu à la question cette année, oui. Après, est-ce qu'il fait une grande saison? Non, il fait une bonne saison. Une saison solide pour un mec qui découvre une voiture. Il a l'avantage d'avoir trouvé une voiture qui était beaucoup moins difficile à piloter qu'Alex Albon ou Pierre Gasly à l'époque, qui déclaraient eux-mêmes qu'elle était inconduisible car trop faite pour Verstappen. Cette saison, elle était un peu plus simple des dires de Pérez et de Verstappen à conduire, donc peut-être qu'il en a profité aussi. Mais oui, il a été utile. On se souvient au Paul Ricard à quel point il a été utile. On se souvient au Brésil, à Abu Dhabi, ce qu'il fait pour retenir Hamilton. Mine de rien, c'est peut-être ce qui permet à Red Bull de faire cet arrêt au stand et du coup de changer la donne sur la fin de la course avec la safety car. Donc Pérez fait une bonne saison pour Red Bull. Pour lui, je ne sais pas, mais pour Red Bull, il fait une bonne saison. Ferrari, les gars, c'est un élève qu'on avait mis au banc, au bagne, au piquet l'année dernière. Ferrari s'est repris. Quel rebond pour Ferrari qu'on a noté donc 16 sur 20. Je disais, après le cauchemar de l'an dernier, on ne s'attendait pas à un rebond aussi rapide. Nouveau châssis dans un premier temps pour compenser un peu le déficit moteur. Nouveau moteur prometteur, et bien même en vue de 2022, moteur intronisé dès le Grand Prix de Russie. Une ambiance aussi également plus saine en interne. C'était notamment l'avis de Charles Leclerc en milieu de saison en interview. La bonne surprise de Carlos Sainz, je rappelle les chiffres, 4 podiums,
20 courses dans les points, 15 top 10 consécutifs, lui qui termine meilleur des autres. Et puis, on se posera la question de la saison de Leclerc parce que c'est vrai qu'il y a deux lectures. Il y a une lecture peut-être statistique et il y a une lecture en termes d'impression. Mais fonçons tout de suite sur Ferrari, les gars. Ferrari, franchement, honnêtement, qui aurait pu penser que Ferrari serait dans le ton cette année? Un mot pour qualifier la saison de Ferrari, régularité. C'est pour moi ce qui a été le plus impressionnant, sincèrement. Moi, je ne m'attendais absolument pas à retrouver une Scuderia à ce niveau dès le début de saison 2021 et puis ensuite poursuivre et conserver cette même ligne jusqu'à la fin de la saison. Alors, certains diront peut-être, je peux entendre cet argument, qu'il manque la victoire, par exemple, qu'a eu McLaren. Moi, je pense que dans la construction, à partir du moment où Ferrari ne joue pas le titre de champion du monde et Ferrari vit pour remporter des titres mondiaux en Formule 1, à partir du moment où il n'y a pas la possibilité d'aller chercher ce titre, pour moi, la régularité est bien plus importante car c'est ce qui va te construire à terme une possibilité éventuelle d'aller chercher le titre mondial. Donc non, pour moi, la saison de Ferrari, elle est exceptionnelle au niveau de la régularité. Sur 22 courses, il y a 12 Grands Prix sur 22 où ils ont signé plus de 12 points par Grand Prix. À partir de là, la saison, je pense qu'elle est plus que réussie. En plus, ils ont réussi à assainir les relations entre pilotes. Donc, je pense que Ferrari, alors, souvent, quand on dit ça, il y a une déception à la fin. Mais j'espère en tout cas qu'il y aura au moins une suite logique sur 2022. Je crois on peut tous se féliciter de la saison de Carlos Sainz. On l'a fait d'ailleurs tout au long de la saison. Moi, je voulais vous relancer quand même sur la saison de Charles Leclerc parce qu'il y a le bilan comptable. On regarde les chiffres, voilà, très clairement, et on voit que justement, Charles Leclerc, a été battu par Carlos Sainz. Et puis, quand on regarde d'un petit peu plus près, on se dit aussi que dans l'impression, il y a deux grosses occasions de victoire manquées en Grande-Bretagne, à Monaco, une énorme occasion de podium gâchée par une stratégie ratée de la part de Ferrari en Russie. Il y a 2 pole positions, il y a 10 top 5, dont 6 quatrième place. Est-ce que quelque part, est-ce que les chiffres, en tout cas, mentent sur l'impression qu'a laissé Charles Leclerc sur cette saison 2021? Moi, j'ai le sentiment de voir très, très régulièrement Leclerc-Sainz collé. 5 et 6, 4 et 5, 6 et 7, comme tu veux. Mais ce sentiment que j'ai, c'est Leclerc-Sainz, pas Sainz-Leclerc. J'ai vraiment cette impression-là. Alors, c'est peut-être le pilote 1, pilote 2 dans ma tête, mais force est de constater, quand on regarde les résultats de Charles Leclerc, ils sont beaucoup plus réguliers que ceux de Carlos Sainz, qui a fait plus de coups d'éclat. Si je dis pas de bêtises, il fait 2 podiums, Carlos Sainz. 4 podiums, ouais, 4 dont une deuxième place à Monaco. Une deuxième place qui a été quand même largement due au fait aussi que le crash de Charles Leclerc a tué sa boîte de vitesse. Alors après, est-ce que Carlos Sainz serait pas allé chercher cette pole à ce moment-là? Bon, voilà. Mais moi, je pense sincèrement que les deux font une saison très bonne, qu'ils ont vachement optimisé leur matériel et que finalement, ce sont plus les faits de course qui leur sont arrivés à l'un et à l'autre qui font aujourd'hui leur classement. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une vraie hiérarchie de différence. Qui a fait une meilleure saison entre l'un et l'autre? D'un point de vue comptable, effectivement, il y a 5 points et demi d'écart, mais 5 points et demi d'écart sur 23 courses, je suis pas sûr qu'on puisse en déduire quoi que ce soit vis-à-vis de ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est que quelle adaptation de Carlos Sainz. Quelle manière de se faire à cette nouvelle écurie. Tout le monde s'est moqué de lui quand il est parti de McLaren. C'était le pire move qui soit. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il termine devant Lando Norris et largement devant Daniel Ricciardo. Donc, vraiment, il y a une résilience de ce pilote qui est arrivé dans une écurie qu'il savait moribonde. Voilà, Ferrari a travaillé sur un châssis qui a été ultra performant, a réussi à pondre un moteur en milieu de saison ultra performant, et avec un pilote qui savait où il mettait les pieds, a travaillé dur physiquement durant tout l'hiver, et est arrivé sur la pointe des pieds à Maranello pour au final terminer 5e du championnat du monde. C'est une progression constante, Carlos Sainz, et chez Ferrari, on était les premiers à se dire, est-ce que c'est pas un choix un peu par dépit? Est-ce que Ferrari a perdu sa superbe? Non, en fait, le line-up, il est ultra sain, et c'est peut-être un des line-up les plus complémentaires qu'on puisse avoir sur le plateau aujourd'hui. Hamza, un petit mot sur Charles Leclerc. Est-ce que tu trouves justement que sa saison est un petit peu sous-estimée au regard des événements? Et qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce line-up? Même si j'imagine que tu rejoins Brice.
Ouais, je rejoins Brice. Alors moi, le premier, j'étais très honnêtement déçu du choix de Ferrari de prendre Carlos Sainz, hein. On avait fait une émission à l'époque. Moi, je voyais vraiment Daniel Ricciardo dans cette Ferrari. Et il m'a fait mentir, très clairement, sur cette première saison. Saison d'adaptation, c'est celui qui s'est peut-être le plus rapidement adapté de tous les nouveaux pilotes au sein de nouvelles écuries. Donc j'étais vraiment impressionné par la saison de Carlos Sainz. Après, Charles Leclerc, il finit à 5 points, 5 points et demi de Carlos Sainz. Oui, Monaco, ça compte. Et je pense que ça peut faire la différence. Maintenant, quoi qu'il arrive, moi, j'estime, s'il y a une hiérarchie à établir sur qui a fait une meilleure saison, bah parce que on a un nouveau pilote, je m'attendais aussi certainement pas à le voir là. Carlos Sainz a été excellent. Maintenant, il va falloir aussi que Charles Leclerc euh, pas confirme, parce que après ses premières saisons où il était entre guillemets la surprise, le petit nouveau, le petit prodige face à un champion du monde, un quadruple champion du monde, Sébastien Vettel, là on se retrouve dans une optique où Leclerc c'est le leader, où ça doit être le leader de Ferrari. Donc il va aussi falloir assumer ce statut aussi bien par les actes que par les chiffres. Après Ferrari, touchons un mot les gars sur McLaren. Alors McLaren, 13 sur 20, c'est vrai que c'est un peu une saison à deux visages et c'est peut-être un brin de déception finalement qui l'emporte à la fin. C'est la question que j'ai envie de vous poser. On peut déjà se féliciter de l'intégration du moteur Mercedes qui a été parfaitement réussi alors que l'histoire semblait compliquée par rapport au développement qui était autorisé entre 2020 et 2021. Le retour quand même à la win du côté de Monza, une première depuis 2011. Le passage à vide aussi en fin de saison et c'est peut-être ça en fait qu'on a peut-être un petit peu gardé dans cette note de 13 sur 20. Quoi qu'il arrive, la saison, alors je ne sais pas si elle est réussie, mais il y a plus que cette victoire, ce doublé, c'est historique. Et on ne s'y attendait pas, surtout que ce doublé, finalement, ils le font à la régulière. C'est peut-être le plus important. Alors, il y a l'inconnu autour de Lewis Hamilton, s'il n'y a pas ce crash avec Verstappen, parce que lui aussi avait un rythme très solide. Mais McLaren, à la régulière, aurait très bien pu chercher son doublé, même avec un Lewis Hamilton menaçant derrière. Et sur cette course-là, le résultat est exceptionnel. Donc, rien que pour cette course, moi, personnellement, j'ai rajouté un point à la notation de McLaren, parce qu'à part ça, ça a été une saison, ça devait être la saison de la confirmation. Pour ma part, ça a été une saison assez décevante. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis déçu parce que on est dans une phase d'ascension pour McLaren. Parce que on est en droit d'attendre mieux de McLaren, parce que McLaren, je vais pas rappeler Hamilton, Prost, Senna, Lauda, il y a quand même un palmarès. McLaren n'est pas une écurie qui est quatrième au championnat du monde normalement. Donc, pour moi, en fait, c'est pas un accomplissement l'année dernière d'être troisième au championnat. C'est pas normal de la part de McLaren d'être troisième au championnat. C'est une phase d'ascension après des années noires. Cette année, ils sont en recul. Alors, est-ce qu'ils sont en recul ou est-ce que Ferrari a retrouvé, entre guillemets, son rang? Ça, c'est une chose. En attendant, pendant des années, ils nous ont vendu le problème du moteur et que c'était insuffisant pour motoriser McLaren et que le châssis, il était bien. Bah, on a vu quand même qu'en intégrant le moteur Renault, le châssis avait quand même ses faiblesses et qu'en intégrant le moteur Mercedes, le châssis a encore ses faiblesses. Cette McLaren-là a quelques soucis sur certains types de courbes, enfin avait, parce qu'on la reverra plus. Mais il fallait quand même constater cette année qu'ils sont arrivés à une sorte de plafond qu'il va falloir dépasser. La paire Seidel-Brown fait un excellent travail, mais cette année, on avait un réel souci chez McLaren de performance vis-à-vis de Ferrari, en tout cas sur la deuxième partie de saison. Et ce souci-là, il peut aussi se retrouver dans le fait que la voiture est trop faite pour Norris et que quand on est dans une écurie qui joue la troisième place au championnat et qui joue pas le titre pilote, tout miser sur le pilotage d'un seul pilote, c'est peut-être une erreur parce que on a un gros écart de points entre Norris et Ricciardo, alors qu'on n'a pas beaucoup d'écart de points entre Sainz et Leclerc, et que c'est peut-être pour ça aujourd'hui que McLaren perd sa troisième place, se retrouve quatrième et donne ce constat, cette impression de stagner, ou en tout cas d'ascension entre guillemets tronquée. Alors, je ne sais pas ou je ne sais plus ce qui s'est passé en seconde partie de saison, mais à partir du moment où Ferrari apporte les importantes améliorations que l'on a vues sur la seconde partie de saison,
il n'y avait pas photo. C'est deux équipes qui jouent un championnat complètement différent, alors que ce sont deux équipes, ou c'était deux équipes, qui devaient se battre jusqu'au bout pour savoir quelle serait la troisième force du plateau. Là, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Et c'est pour ça pourquoi l'inquiétude, alors on verra, puisqu'il y a quand même une nouvelle saison qui arrive, et sur la fin de la saison 2021, j'étais vraiment déçu de voir McLaren incapable de réagir, incapable de trouver des réponses à la problématique qui était en train de lui créer Ferrari. Et on aura peut-être une réponse début 2022. Hein. Si jamais la McLaren est très très bien née entre guillemets, on pourra peut-être se dire aussi qu'ils ont sacrifié la deuxième moitié de saison pour en vue de 2022. Après, il y a aussi les apports de Ferrari, bizarrement coïncident avec la victoire ratée de Lando Norris et ce petit trou mental qu'a eu Norris à un moment donné. Parce que si effectivement McLaren joue avec une seule voiture, parce que Ricciardo n'a pas été là très souvent, hors Monza bien évidemment, si cette seule voiture-là en fait a des trous d'air en deuxième partie de saison, bah le plan foire. Et certes, Ferrari s'est retrouvé meilleur avec un meilleur package, ou en tout cas équivalent voire meilleur sur la deuxième partie de saison, mais on a eu quand même un problème de pilote après, je trouve. Enfin, il a manqué quand même quelque chose à McLaren. Norris, il perd sa pole en Belgique et derrière, il perd sa victoire en Russie. Ça fait quand même deux événements majeurs qui marquent un petit peu le coup d'arrêt de McLaren. Sur des choix du pilote, hein. Sur des choix du pilote, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que là, en Russie, c'est lui qui décide de ne pas rentrer, par exemple. Voilà. Et vas-y, Hamza. C'est des erreurs à commettre, c'est des risques. Sachant qu'il y a aussi la Belgique, la qualif en Belgique. Mais si tu prends les 5 dernières courses de la saison, Norris, c'est 10e, 10e, 9e, 10e, 7e. Et Ricciardo, c'est 12e, abandon, 12e, 5e, 12e. C'est au niveau d'Alpine. C'est plus au niveau de Ferrari, là, c'est au niveau d'Alpine. On est descendu vraiment d'un cran dans les performances des pilotes McLaren et de la McLaren de façon générale. Vous avez parlé des pilotes très rapidement. C'est la dernière question que je vous pose sur McLaren. On l'a dit, Lando Norris, le vrai patron de McLaren, on en a parlé tout au long de la saison. On a expliqué les raisons aussi de la belle saison de Lando Norris ponctuée par 4 podiums et une pole. Daniel Ricciardo, puisqu'il a dit que ce choix d'aller chez McLaren, c'était en vue de 2022, au vu de sa saison 2021, est-ce que pour vous, c'est un bon choix pour Daniel Ricciardo, un bon choix de carrière d'être parti chez McLaren? Il faut se remémorer le timing de l'annonce. À cette époque, on ne savait pas qu'Alpine avait un avenir en Formule 1. Donc, il a sécurisé son avenir en Formule 1 à ce moment-là. Après, quant à savoir si oui ou non, moi je pense qu'on ne peut pas encore tirer de conclusion dès aujourd'hui. Je pense que Ricciardo peut devenir, pourquoi pas, champion du monde chez McLaren. Enfin, c'est pas fou, quoi. On se serait posé peut-être la même question si l'émission avait existé en 2013 quand Hamilton a signé chez Mercedes. Le changement de réglementation nous laisse tellement sans réponse sur une hiérarchie l'an prochain qu'on n'a pas de réponse à ça. Par contre, bah, évidemment qu'on louera le choix si McLaren se retrouve au devant de la scène, tout comme on louera le choix de Vettel si Aston Martin se retrouve au devant de la scène, tout comme on louera le choix de Valtteri Bottas si Alfa Romeo se retrouve au devant de la scène. Et de Fernando Alonso. Ouais, oui, je sais que c'est ton doux rêve, Manu. Les gars, parlons, avançons justement, évoquons peut-être Alpine avec une saison difficile à juger. C'est ce qu'on s'est dit en préparant cette émission, avec cette victoire qui quelque part change complètement le regard sur 2021. Une voiture qui était vraiment pas dans le coup dès le premier Grand Prix à Bahreïn. Peu de développement pour se concentrer sur 2022. La victoire du coup en Hongrie, est-ce qu'elle agit pas un petit peu en trompe-l'œil sur les performances de la voiture? Tout comme d'ailleurs le duo de pilotes qui a caché véritablement les manques de cette Alpine. Le superbe retour déjà de Fernando Alonso, il faut insister là-dessus, c'est important. Ocon qui est quand même dans le ton de l'Espagnol, 11-11 en qualif, 10-12 en faveur de l'Espagnol en course. Et puis, quelque part, et ça c'est l'actualité un petit peu récente, la zizanie en interne et les quelques doutes que l'on peut avoir en vue de 2022. On avait des petites infos, des petites indiscrétions qui nous venaient de personnes qu'on ne citera pas du côté d'Alpine, qui nous disaient que la cohabitation était difficile entre Henston et Viry, que la cohabitation était aussi difficile entre Rossi, David Ebrio, Martin Budkowski, Alain Prost, et d'ailleurs les deux derniers cités ont quitté l'écurie en vue de l'année prochaine. Bref, on leur a mis 11 sur 20. On a hésité à leur mettre la moyenne. On a beaucoup discuté autour du cas d'Alpine. Bonne saison, mauvaise saison alors?
10/20, plus 1 pour la victoire. Ah, mais quel mathématicien hors pair. Non, mais la victoire, elle est extraordinaire. Au-delà du fait que ce soit un Français pour une écurie française, c'est une victoire inattendue, complètement inattendue, surtout quand on se remémore d'où partait Esteban Ocon en l'occurrence. Mais la victoire est inattendue et forcément, ça a offert un bol d'air, un bol de fraîcheur de vent nouveau finalement sur la saison. Maintenant, je suis assez déçu de ce qu'a proposé Alpine, encore plus quand on se souvient de la fin de saison de Renault en 2020. C'est ça, surtout, en fait, le comparatif. C'est de se dire qu'à la régulière, Ricciardo joue les podiums en fin de saison avec Renault en 2020 et que là, le podium d'Alonso au Qatar, soit, la victoire d'Ocon en Hongrie, soit, derrière, on n'a quand même jamais vu l'Alpine jouer quoi que ce soit cette saison de réel. On a vu des pilotes combatifs. Sincèrement, on a vu un Ocon où on disait en début de saison qu'il pourrait vraiment souffrir de la concurrence avec Alonso. 11-11 en qualif, 10-12 en course. Enfin, c'est majestueux ce qu'il a fait face à celui qu'on a nommé longtemps comme le successeur de Michael Schumacher quand même. Donc après il revient, tout ça machin, mais enfin faut quand même souligner ce qu'a fait Ocon. Moi pour moi Alpine c'est décevant. McLaren, on parle de la victoire à la régulière. Alpine c'est pas une victoire à la régulière. Alpine c'est une victoire de fait de course. C'est une victoire où il y a un Hamilton qui fait le mauvais choix et un Vettel derrière avec une Aston Martin qui n'est pas vraiment beaucoup plus performante que l'Alpine. Donc la victoire, elle est vraiment trompe-l'œil à mon sens. Mais est-ce que quelque part tu peux pas voir les choses aussi à l'inverse, c'est-à-dire le verre à moitié plein? On ne devait rien attendre d'Alpine puisqu'on savait qu'il n'y aurait pas de développement sur cette année 2021 et que tout était focus sur 2022. Est-ce que tu peux pas dire, finalement, avec une voiture qui à Bahreïn n'était pas performante, qui était peu développée, il rentre avec une victoire plus un podium de Fernando Alonso. Quelque part, qu'est-ce qu'il pouvait attendre de mieux de cette saison, quoi? Ce qu'il pouvait attendre de mieux, c'est certainement avoir en tout et pour tout une atmosphère beaucoup plus saine pour préparer 2022. Parce qu'en interne, c'est catastrophique. Et avant, en changement de réglementation, si le département moteur et le département châssis et aéro ne s'entendent pas, je vois difficilement comment en fait on peut faire une voiture qui soit correcte et en poussant tous dans le même sens. Déjà, le départ de Cyril Abiteboul posait beaucoup de questions, on n'a pas compris. Le renaming comme ça qui est arrivé. En fait, il y a une stratégie derrière tout ça qui m'a l'air d'être choisie au même moment. Et que du coup, en termes de développement, j'ai l'impression que souvent, ils n'ont pas compris la voiture. Souvent, ils s'en sont remis à la combativité des pilotes. Et faut le dire, à de bonnes stratégies cette saison. Mais au-delà de ça, en termes de voiture pure, qui représente quand même 50% d'une performance sur un championnat du monde, elle est pas là. Et elle est vraiment pas au niveau de ce qu'elle était en 2020. Et 2020, on s'est dit, c'est la marche, ils ont enfin passé la marche qui essaie de passer depuis 5 ans. Et on change tout. On change les patrons, on change le nom, on enlève Ricciardo du projet. Bon, effectivement, c'est lui qui a essayé de partir, mais on ramène Fernando Alonso. Il y a un micmac, il y a quand même une tambouille c'est quand même un sacré bazar pour être serein pour préparer un changement de réglementation. Et du coup, je trouve que c'est pas forcément l'écurie qui, moi, m'inspire le plus pour l'année prochaine. Alors, si elle plane est quelque chose de sérieux et de quelque chose de plausible, je serais très content d'avoir tort, mais force est de constater que c'est très français ce qu'on a vu cette année chez Alpine quand même. Hein. C'est des coups d'éclat et puis beaucoup de marasme quand même à pas mal de moments. Donc, je suis déception quand même de cette saison française chez Alpine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on disait en début de saison, si jamais la saison ne se passe pas comme nous, on le prévoyait, entre guillemets, ou on l'espérait, on ne pourra pas voir du côté des pilotes. 1 an plus tard, on a la réponse. Exactement. Ça, c'est vrai que tu as raison. C'est au moins un des enseignements à tirer du côté de chez Alpine. AlphaTauri, 12/20, les gars. 12/20. Et pourtant, de l'aveu même de Pierre Gasly, c'est la meilleure saison en 15 ans d'histoire. On le rappelle, la voiture était bien née. Dans les 4 meilleures, on va dire, performances même, en qualification sur l'ensemble de la saison. Un potentiel aussi également sous-exploité, voire incompris en course. Seulement la 6e performance en course, on va dire, au global. Trop d'abandon. 8 au total sur cette année 2021. C'est pour ça que AlphaTauri perd des points. C'est ce qu'on a dit, la difficulté à comprendre cette voiture, la difficulté à mettre tout bout à bout, on va dire, pour confirmer le potentiel.
J'attendais beaucoup, peut-être trop, d'Alpha Tauri après le Voilà. premier week-end du côté de Bahreïn, aussi du côté de Tsunoda. Et là est mon erreur. On parle quand même d'un pilote rookie, au-delà d'être nouveau, surtout rookie. Après, Pierre Gasly a porté l'écurie presque, presque seul, et c'est assez particulier de voir ce clivage finalement entre les deux pilotes. On est vraiment aux extrêmes euh, opposés, mais d'une force incroyable, avec un pilote taulier, en l'occurrence Pierre Gasly, on en parlera tout à l'heure, et, euh, et Yuki Tsunoda. Alors, j'ai pas envie de le condamner, j'ai pas envie de le juger trop durement, parce que c'est sa première saison, et il est en apprentissage, qu'on le veuille ou non, c'est un pilote jeune et en apprentissage. Maintenant, effectivement, sur la saison d'Alpha Tauri, j'ai quand même cette sensation de regret, cette sensation de voir un potentiel qui n'a pas été exploité jusqu'au bout. Et je pense qu'Alpha Tauri, alors si Pierre Gasly pense que c'est la meilleure saison de l'histoire en 15 ans, je pense qu'ils auraient pu faire mieux et aller chercher encore plus haut. Mais quand tu pars de ce qu'était Toro Rosso à l'époque, Aussi. c'est la meilleure saison de l'histoire d'AlphaTauri. Mais est-ce qu'on peut aller chercher plus haut quand le plafond s'appelle Red Bull, quand ton topic, ton pilote, s'il est bon, quand toutes tes décisions sont prises en externe de Faenza? Il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte dans une écurie fille comme celle d'AlphaTauri, même s'ils prétendent que c'est une écurie sœur, ça reste quand même une écurie fille. Et je sais pas, moi je me demande si on attendait quand même pas trop de cette écurie parce que Gasly l'année dernière gagne, parce que Gasly fait podium au Brésil, parce que à Bahreïn on les voit très présents. Faut pas oublier que la saison ne se passe pas à Bahreïn ni à Abu Dhabi, pour ceux qui du coup remettent en question tout ce qui s'est passé au dernier tour d'Abu Dhabi. Mais AlphaTauri, mine de rien, ça a été une voiture ultra régulière dans sa performance pure. Après, il y a un fait majeur, c'est que on n'a pas réussi à la régler. Cette voiture était il n'arrivait pas à la régler. Et la problématique, c'est que tu as des pilotes qui savent en faire quelque chose, mais des ingénieurs qui parfois manquaient de lucidité pour réussir à la régler. Et c'est ce qu'on a vu en course, où on a souvent eu des déceptions par rapport à un Gasly qui a fait je sais plus si tu l'as dit, un nombre de top 6, 16 top 6. Mais justement, Donc, justement, c'est ce que tu disais. Quand tu prends les statistiques de Pierre Gasly en qualif, 18 Q3, 16 top 6. Tu peux être déçu du coup du bilan comptable in fine et que AlphaTauri ne soit que sixième au constructeur. Mais est-ce que tu peux pas te dire aussi inversement, il y a un effet Pierre Gasly, l'homme aux 77% de points inscrits pour AlphaTauri. Est-ce que tu peux pas te dire que le trompe-l'œil d'AlphaTauri, c'est pas les performances de Pierre Gasly? est-ce que c'est pas les performances de Yuki Tsunoda? Aussi, maillon faible. Si on a une écurie qui a deux pilotes équivalents, je reprends l'exemple de Ferrari, AlphaTauri, c'est devant McLaren. À nivellement de Pierre Gasly, je parle. C'est à quelque chose de près de 220 points chacun, mais c'est au même niveau. Donc en fait, je me dis, est-ce qu'on n'a pas eu ce manque-là, comme on a eu ce manque chez McLaren pour lutter avec Ferrari, par exemple. Mais encore une fois, AlphaTauri, la politique, c'est une écurie de jeunes pilotes. Donc, quelque part, ils savent qu'ils sacrifient aussi quelque chose pour l'avenir. Et AlphaTauri n'a pour but d'existence que celui de servir Red Bull. Donc, le plafond, il existe. Dans la philosophie même de l'existence de l'écurie, le plafond, il existe. Qu'on vienne pas me dire que c'est pour vendre des fringues qu'ils existent. C'est pour servir Red Bull au plus haut sommet de la Formule 1. Donc, je pense sincèrement qu'on a attendu trop d'une écurie qui n'est pas faite pour jouer le haut de tableau. Qu'ils ont su gérer des coups, qu'ils savent faire des coups, mais qu'avec une voiture qui était faite pour le haut de tableau, certaines stratégies ne sont plus viables quand on est 12e que quand on devient 6e. C'est pas la même chose. Et oui, ils n'ont pas non plus cette expérience-là du très très haut niveau. Donc c'est à voir l'année prochaine si avec un package peut-être équivalent, ils savent mieux gérer. En attendant, je trouve qu'AlphaTauri en 5e position du classement général, c'est déjà très bien et qu'ils remplissent parfaitement leur rôle de coup d'éclat et d'aider Red Bull dans leur développement.
Mais il est là le regret, c'est qu'il termine 6. Il termine derrière Alpine. Donc, tu te retrouves dans Ah une oui, pardon, je croyais qu'il situation- finissait Oui, 5. c'est pour ça pourquoi je pense que Oui, c'est vrai. C'est vrai. je parlais de regret tout à l'heure, c'est que plus haut, c'est Alpine et Alpine, ils sont pas si loin. Et il faut aussi se rappeler que Yuki Tsunoda, il prend beaucoup de points lors du dernier GP à Abu Dhabi où il termine quatrième. On a quand même tendance à l'oublier, sinon il termine à une vingtaine de points et juste devant George Russell. Donc, Ah, voilà, il prend quasiment la moitié de ses points à Abu Dhabi. c'est ça. 12 sur 32, il en prend. Il y a des axes de progression quand même du côté des pilotes, enfin de tout le monde généralement finalement, à part Pierre Gasly peut-être. Si tu as la possibilité de te retrouver dans la même situation, dans la même configuration en 2022, il va falloir scorer, il va falloir performer et répondre présent. Passons au bonnet d'âne, on a compris, les gars, Yuki Tsunoda doit mieux faire en 2022. Voilà, en tout cas, l'avis du conseiller de classe des pistonnés. Passons au bonnet d'âne. Je vous le disais, Aston Martin, 5 sur 20. C'est la note la plus basse, si on excepte bien sûr As, qui n'a pas été noté ou qui a été noté F2 sur 20. Aston Martin, 5 sur 20. On sera tous les trois d'accord, je pense, pour dire que c'est la pire déception de l'année, le gros flop de 2021, parce que on avait en tête l'héritage des Mercedes Rose et on a eu au final, on va dire, l'incapacité pour cette écurie à trouver la parade au règlement de 2021, comme Mercedes d'ailleurs a eu à faire en début de saison. On pensait les voir se battre devant. Finalement, ils sont passés de la 4e à la 7e, voire la 8e force en fin de saison. Par exemple, Alpine compte le double de points de Aston Martin. Mais alors, c'est vrai que c'est un peu alarmiste. On pourrait parler même presque d'une catastrophe industrielle, mais à côté, il y a aussi eu tout un tas de choses qui ont été faites pour structurer cette équipe, restructurer cette équipe, nouvelle usine, nouvelle direction, gros recrutement aussi également chez les ingénieurs. 5 sur 20 pour Aston Martin. Je le disais, c'est sûr que c'est notre déception, mais est-ce qu'il y a vraiment un doute pour l'avenir? Oui, moi je pense qu'il y a un doute dans le sens où depuis que c'est plus Force India, je n'ai pas l'impression de voir une écurie se développer. J'ai l'impression de voir des choses tentées, notamment avec ce coup de la Mercedes Rose, mais pour autant, j'ai pas l'impression de voir une vraie ligne directrice vers le haut et sur des plans qui durent plusieurs années. Alors c'est peut-être normal parce que justement on arrivait sur une fin de réglementation, donc peut-être que concrètement tout était basé pour 2022, mais de ce que je vois de l'apport d'un Sébastien Vettel, de ce que je vois de l'apport des finances de Lawrence Stroll, bah, je le retrouve pas en piste, quoi. Je le retrouve pas en piste et ce qu'on nous promettait comme étant la nouvelle troisième force du plateau avec ce renouveau de la hiérarchie l'année dernière avec Racing Point qui était souvent aux avant-postes. On l'a clairement pas retrouvé et il paye justement cette stratégie d'être si proche de Mercedes parce que si Mercedes sait trouver des solutions parce qu'ils ont l'ingénierie, le savoir-faire et les stratèges pour, j'allais dire Force India, Aston Martin n'a pas ça. Et en l'occurrence, si le concept est raté, ben, il n'y a plus rien derrière. On l'a vu l'année dernière, une fois que la voiture était lancée, elle était devant aux essais hivernaux, elle était devant les premiers Grands Prix et derrière, ça a chuté. Il y a eu cette victoire de Pérez et cette pole de Lance Stroll en 2020, mais sinon, ça a chuté et on a été déçus presque de Racing Point l'année dernière. Et ben là, en partant avec un concept foiré à la base, jamais ils ont su rattraper quoi que ce soit, alors que Mercedes a su rattraper avec le même concept. Il faut aussi se rappeler, se remémorer la disqualification de Vettel en Hongrie. Il termine deuxième derrière Esteban Ocon. C'est pas faux. Mais même si tu rajoutes les 18 points, au final, la saison d'Aston Martin, moi, je la trouve catastrophique. Et la sensation que j'ai aujourd'hui début 2022, du coup, c'est qu'Aston Martin doit repartir d'une feuille blanche. Tout ce que pas tu tout le monde, hein. Tu dois le... Oui, mais j'ai l'impression pour Aston Martin, Ferrari a construit des certitudes sur l'année 2021. Enfin, quasiment toutes les écuries ont construit quelque chose sur 2021 ou sur d'autres années, plusieurs années, pardon. Aston Martin, honnêtement, le progrès, on ne le voit pas. L'état d'esprit. Alors, encore une fois, le personnage Lance Stroll est fait comme ça, mais j'avais l'impression de voir un Lance Stroll parfois, c'est aussi son caractère absent, démotivé.
Sébastien Vettel qui a mis du temps avant de rentrer au sein de cette nouvelle équipe. Honnêtement, je vois très peu de domaines satisfaisants finalement pour Aston Martin. Mais c'est toute une écurie qu'on a vue absente, au final. Il y a très peu de moments dans la saison où tu as remarqué la présence des Aston Martin, en fait. Très peu de moments où tu t'es dit, si, à Bahreïn avec Alonso, c'était sympa, Vettel et Alonso, mais cette disqualification de podium, oui, effectivement, mais souvent quand même, ce qu'on pourrait appeler le ventre mou, on a quand même vu beaucoup de coups d'éclat de beaucoup d'écuries sortir de ce ventre mou, et il y en a une qu'on n'a pas vu sortir, c'est Aston Martin, quoi. Et tu as raison sur un truc, et je rebondis là-dessus, je rebondis sur ce qu'a dit Hamza. Si on peut dire que Lance Stroll a traversé, on va dire, 2021 comme une ombre, on peut aussi constater que Vettel, il n'a pas archi dominé son coéquipier. C'est ça qui est hallucinant, c'est que même le line-up, alors peut-être qu'ils n'avaient pas le matériel non plus pour mieux figurer, mais le line-up, on n'a pas l'impression qu'il ait tiré véritablement Aston Martin vers le haut non plus, quoi. Après, à partir du moment où tu es la 7e équipe, finalement, c'est compliqué pour les pilotes de se détacher comptablement. Tu ne peux pas, sur l'ensemble d'une saison, mettre 100 ou 150 points à ton coéquipier. Là, il y a 9 points d'écart sur l'ensemble d'une saison, sur 22 ou sur 23 Grands Prix. On parle d'un pilote qui est arrivé au sein d'une nouvelle écurie, donc qui découvre, et là, je vais faire à mon discours que j'ai tenu sur la première partie de saison en 2021, l'adaptation, la durée d'adaptation de tous ces nouveaux pilotes. On lui enlève quand même cette 2e place. Donc, si tu lui ajoutes 18 points, tu commences à avoir un écart conséquent sur Lance Stroll. Et puis, avec une voiture qui est basée sur le low rake, un truc que déteste Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, il a gagné sur quelle écurie? Sur Red Bull. Quelle écurie a le plus de high rake que Red Bull? Aucune. Donc, en fait, c'est une voiture qui, à la base, n'est pas faite pour lui. Et qui, forcément, quand tu la prends en adaptation, elle est compliquée. Déjà que toutes les voitures de fond gris sont compliquées à conduire. Si en plus de ça, en fait, la philosophie de la voiture ne correspond pas à ce que Sébastien Vettel aime et surtout avec le matériel avec lequel il sait gagner, effectivement, tu vas pas avoir de grande différence entre un mec où ça fait 2 ans qu'il pilote cette voiture-là et un mec qui sort de saison moribonde avec Ferrari. Et qui tente de se relancer dans une monoplace qu'il ne connaît pas et une philosophie qu'il n'apprécie pas. On l'a dit, l'année dernière, Racing Point avait pris pas forcément une très très bonne note cette année. Eh bien, c'est bonnet d'âne pour Aston Martin. Passons à Williams. Williams qui a souvent été un chouchou quand même des conseils de classe des pistonnés. Et cette année, eh bien, en 2021, parce qu'on a changé d'année, Williams a repris une bonne note, 14 sur 20. Et là, franchement, honnêtement, on a pu nous le reprocher par le passé. Je pense que cette année, tout le monde sera à peu près d'accord avec nous. Une année particulière, une année de transition déjà, la première saison, bien sûr, de l'ère d'Hamilton. Comme un symbole, il y a eu aussi également la disparition de Frank Williams. Et puis surtout, on a retrouvé une écurie Williams de retour dans la lutte pour les points. Alors, il y avait ce pari audacieux de se concentrer sur certaines courses et sur certains tracés à travers le concept 2021. Mais non seulement Williams a retrouvé les points, mais Williams a pu se battre à la régulière justement pour aller chercher ses points. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, je vous attends aussi également sur le duo de pilotes parce que on a eu, je pense, quand même une saison de confirmation pour George Russell. On se rappelle son premier podium à Spa, ses premiers points aussi également. 4 Q3, 15 Q2 en qualif, sa titularisation également chez Mercedes en 2022. Et puis Latifi qui s'impose comme ça, une saison de plus, comme peut-être un pilote peut-être un peu mieux qu'un simple pistonné. Votre regard sur Williams, je pense que vous devez être content, les gars, parce que ça m'a rappelé les 2 ou 3 débriefs qu'on avait pu faire les années précédentes et on parlait de Williams. Vous aviez raison. Les pistonnés avaient plusieurs années d'avance sur le monde. T'es en train de me dire que Fernando Alonso est champion du monde 2024, c'est ça? Ou Checo Pérez. Ah, voilà, là tu me parles. Non, mais plus sérieusement, sur Williams, effectivement, je trouve fascinant qu'une écurie. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est que Williams fut l'une des premières écuries à avoir cette stratégie. Je suis en fond de grille, j'ai rien à perdre. À la régulière, je n'y arriverai pas. Donc, je tente une folie. La folie, c'est quoi? C'est essayer de construire une voiture pour un nombre restreint, très restreint, de GP sur l'ensemble de la saison. Alors oui, il y a cette 2e place de George Russell
qu'il obtient surtout grâce à la qualification extraordinaire qu'il a réalisée en Belgique. Maintenant, George Russell, il a aussi manqué des opportunités, même chez Williams. On ne parle pas seulement de Bahreïn chez Mercedes, même chez Williams. Donc, moi, l'histoire de Williams, le retour au premier plan, c'est peut-être encore très tôt pour le dire, mais j'espère sincèrement que le travail que l'on voit il y a 2 ans ou 3 ans, c'était une écurie de F2 Williams. Ils n'avaient même pas de voiture pour faire les tests de pré-saison. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Il fait un podium. J'espère sincèrement que la courbe de progression va continuer justement à aller d'une croissance similaire, parce que forcément, on en parlait tout à l'heure avec McLaren, mais plus tu te rapproches du sommet, moins forcément la progression sera importante. Mais j'espère que Williams continuera avec cette progression, ce rythme de croisière, et qu'on retrouvera une équipe qui, à la régulière, pourrait se battre pour une 4e ou 5e place constructeur, même si sans Russell, ce sera certainement plus compliqué. Ils n'ont pas mis 1 ou 2 points, ils en ont mis 23. Et il y a quand même une différence entre une écurie qui sort la tête de l'eau et une écurie qui sort quand même le buste aussi, quoi. C'est-à-dire que cette stratégie, elle a été quand même payante dans le sens où nombreuses ont été les fois où George Russell s'est battu pour les points à la régulière dans la saison. Il n'a pas fallu des circonstances folles, hormis la Belgique, pour que George Russell se batte pour les points et que Nicolas Latifi aussi. Nicolas Latifi a prouvé cette saison, après beaucoup de rodage, on va dire, qu'il avait sa place, que c'était pas, il n'avait pas des performances honteuses. Et George Russell, cette saison, dès qu'il y avait un coup à faire, il l'a fait. On va peut-être enlever Imola de l'équation, mais faut bien se rappeler aussi qu'en Russie, il fait la même qualif qu'en Belgique. C'est phénoménal. Donc, il faut quand même souligner que sous la pluie, le pilotage ressort par rapport à la machine. À chaque fois qu'il a plu, George Russell a quand même montré des choses incroyables cette saison. Donc, voilà, je pense qu'il faut saluer les progrès de Williams, saluer la confirmation des 2 pilotes. Aujourd'hui, George Russell laisse une écurie Williams qu'il a commencé à rebâtir sur des bases qui sont saines. Et pour moi, on a atteint la fin d'une phase chez Williams. On a atteint la fin de la phase renaissance. Maintenant, il va falloir atteindre la phase progression. Et à partir de là, il va falloir aller jouer avec des écuries de milieu de tableau. Et on sait que là-dedans, la lutte est dure et qu'il va falloir maintenant jouer de stratégie, ce qui n'était pas forcément le cas avant, qu'il va falloir jouer parfois en équipe. Et si la progression est constante, Williams peut se sortir du lot parce qu'ils ont l'expérience de ce qu'est le haut niveau. C'était pas plus tard que 7 ans, l'époque où Williams faisait des pôles avec Massa et Bottas. Moi, juste en une statistique, moi, qui m'impressionne et qui, pour moi, illustre parfaitement la saison de Williams, les 15 Q2 de George Russell. 15 Q2, c'est colossal. Et j'espère qu'Alex Albon, il répondra présent. Parce que forcément, là, ce qu'on va demander à Albon, la référence, ce ne sera pas Latifi, ce sera Russell. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça corrobore avec ce que disait Brice. S'ils sont dans cet aspect de progression, ce qui sera intéressant de voir justement sur 2022, c'est si Alex Albon permet de passer un cap à cette écurie ou de continuer le travail de George Russell. Et ça sera intéressant, bien sûr. C'est là qu'on va voir si Williams était un trompe-l'œil avec Russell ou pas. Exactement, c'est exactement ça. Les gars, très rapidement, Alfa Romeo, 7 sur 20 pour Alfa Romeo, qu'on a décidé de sanctionner parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce projet n'est pas en train de mourir? Des performances à la baisse, un line-up, on va le dire, en déperdition, Kimi Räikkönen en roue libre, Giovinazzi qui n'arrive pas à s'imposer comme un leader crédible, les rumeurs de rachat, l'engagement malgré tout de la marque Alfa Romeo sur du moyen terme avec Sauber, et puis le tournant 2022 qu'il faut quand même aborder justement pour répondre à cette question si ce projet n'est pas en train de mourir, avec le choix bien sûr de Zhou, le pilote chinois, qui en dit peut-être un petit peu long sur la suite du projet. Est-ce que vous êtes inquiet pour le projet Alfa Romeo au vu de 2021? Oui. Après, j'ai un motif d'espoir qui n'en aurait été pas un l'année dernière, c'est Valtteri Bottas. Je me dis que on a un mec qui va arriver, je pense, puisqu'il n'est pas à la fin de sa carrière comme Kimi Räikkönen était arrivé à l'époque, surmotivé de participer à un projet, de quelque chose de nouveau. On fait un line-up nouveau, mais avec quelqu'un d'expérimenté.
pour peut-être changer la philosophie de ce qu'on va essayer de faire chez Alfa Romeo. On a vu que tout était relativement limité chez Alfa Romeo l'année dernière. Je trouve que là, ils tentent quelque chose de nouveau. Après, il y a le risque de faire une As 2021, hein, c'est-à-dire concrètement être présent pour être présent et avoir un pilote payant, des sponsors, mais c'est un trompe-l'œil et que quelque part c'est de la parade. Donc, je pense que c'est un peu qui tout double cette année. On a vu là une fin de cycle, le cycle qui existait avec Charles Leclerc, qui permettait de faire des 6e places, des 7e places, des coups d'éclat, qui permettait d'être vraiment l'écurie fille de Ferrari et d'aider un petit peu à cette progression, tel AlphaTauri pour Red Bull. Il est mort, ce cycle. Il est tombé avec la fin de Raikkonen et avec la non-éclosion de Giovinazzi au haut niveau. Là, maintenant, c'est quelque chose de nouveau et je pense sincèrement que ça va être à qui tout double selon le line-up, enfin, pardon, le package de la voiture. Et du coup, en fait, du package dépendra la motivation des pilotes, sans doute. Quand ton deuxième pilote arrive derrière le deuxième pilote Williams, avec tout le respect que j'ai pour Nicolas Latifi et pour Williams, qu'on a encensé il y a quelques minutes, c'est que ça ne va pas. À un moment, il faut voir la réalité des chiffres. Je pense qu'Alfa Romeo, effectivement, l'arrivée de Valtteri Bottas, on en parlait un peu tout à l'heure avec Alpine, on le disait aussi la saison dernière, on ne pourra pas voir du côté pilote. Là, il y avait un doute, on ne savait pas, parce que Raikkonen était complètement perdu, fini, absent. Et Giovinazzi, on ne sait pas si c'est la faute de son manque de talent, parce que par moment, Giovinazzi, on le voit performer, donc on ne sait pas ce qui se passe avec ce pilote. Là, tu as Valtteri Bottas, tu as une référence, un pilote qui a gagné, un pilote qui a fait des podiums, un pilote qui a piloté pour la meilleure équipe au monde pendant de longues années. On ne pourra pas voir, on ne pourra pas reprocher, on ne pourra pas pointer du doigt le pilote, en l'occurrence Valtteri Bottas. Donc, si la saison prochaine, ça ne va pas pour Alfa Romeo, c'est que le problème sera vraiment profond. On rappelle aussi, magnifique casque, hein, monsieur Brice, et je te laisserai conclure sur Alfa Romeo avec bien sûr un petit mot quand même sur Kimi, mais on rappelle aussi que si Joe arrive, l'objectif pour Alfa Romeo, c'est d'arriver au plafond budgétaire, et donc peut-être d'avoir un budget qu'ils n'ont jamais eu jusqu'à présent. Petit mot sur Kimi, la saison de trop, bien évidemment. Le flop de l'année, l'un des gros flops de l'année. Tu sais, à mon sens, la saison de trou, elle a été après celle-ci, après la 2008. À partir de là, tu sais, Kimi Raikkonen a dit quelque chose. Le 21 octobre 2007, il a dit « J'ai atteint ce que je voulais atteindre, maintenant, c'est que du bonus ». Sauf que lui, il disait vrai, concrètement. Il n'y a pas eu un grand Kimi Raikkonen post son titre. 2008 était pas trop mal, même s'il y avait beaucoup d'erreurs. 2009, j'en parle même pas. Son retour, il est bon avec Lotus, mais derrière ça s'effrite. Concrètement, c'est un pilote qui est parti à la retraite au meilleur moment pour qu'on se souvienne en bien de lui. Et je pense malheureusement que les jeunes générations ne se souviendront que de la deuxième partie de carrière de Kimi Raikkonen, à savoir qui est ce type, qu'est-ce qu'il fout là. En plus, il est désagréable, il est même pas bon. Plus le personnage que le pilote, quoi. Ouais. Et alors qu'avant, le pilote excusait tellement le personnage, en fait. Le pilote justifiait le personnage. Et à la fin, on n'a eu que du personnage, finalement. Oui, il y a eu Portimao 2021 qui était phénoménal. Mais sincèrement, c'est dommage en tout cas, il va falloir avoir la mémoire pour se souvenir de quel pilote c'était. Et pas retenir simplement quel bougon c'était et quel démotivé il a pu être sur la fin. Moi, sans provocation aucune, je suis ravi de le voir quitter la F1 enfin, sincèrement. Allez, c'est bon, je m'en vais. Allez, Et puis on va terminer les gars avec une dernière équipe qu'on n'a pas réussi à noter. On va peut-être essayer de trancher là comme ça ensemble et avec vous bien sûr dans le chat. As. Est-ce qu'on peut vraiment les noter? Parce que est-ce que ce projet il a encore du sens? Écurie américaine sous pavillon quasiment russe. On parle presque d'une écurie Mazepin, puisque on rappelle que c'est Mazepin père notamment qui ramène une grosse partie du budget avec un gros sponsor aussi de Mick Schumacher. Une voiture qui n'a pas évolué depuis 2020. Est-ce qu'on peut même juger des qualités des pilotes au vu de la qualité justement de cette voiture? Et pourquoi on a décidé de ne pas leur mettre 0? Et la dernière question, est-ce que cette voiture c'était pas la pire voiture du 21e siècle? Bref, voilà plein de questions et expliquez-nous un petit peu le choix de ne pas noter As. Est-ce qu'avec un peu de recul, vous vous dites, bon, finalement, en fait, ça mérite une note? Non, moi, je ne peux pas noter une écurie qui fait acte de présence. Pour moi, ça ne suffit pas. Alors, des professeurs, c'est des professeurs des écoles,
collège ou de lycée qui nous écoutent, pour eux, ça vaut 0, et je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais on parle d'une écurie qui vit aujourd'hui en Formule 1 pour être revendue. C'est ça le projet As aujourd'hui. Le projet sportif, c'est même pas qu'il n'est pas sur second plan, c'est qu'il n'existe pas. Aujourd'hui, tu as Mazepin, tu as Schumacher, tu aurais pu avoir un duo Hamilton-Verstappen. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et honnêtement, tu ne peux pas noter l'écurie. Tu ne peux pas noter la progression, puisqu'il n'y a pas de progression. Tu ne peux pas noter les pilotes, parce qu'ils font avec le matériel obsolète qui doit dater de 2 ans. À un moment, ça aurait été, sincèrement, 0, déjà, 0, c'est quoi? 0, c'est triche. 0, c'est McLaren 2007. 0, c'est Ferrari à la limite avec le débitmètre. Mais 0, ça relève d'un comportement en plus nocif pour la Formule 1. Est-ce que As aujourd'hui a un comportement nocif pour la Formule 1? Certains pensent peut-être que oui. Moi, pour moi, ça ne vaut pas 0. Mais je ne peux pas noter, en fait. Ça me fait penser ironiquement et tristement au débat sur l'euthanasie. Non, mais sans déconner. Est-ce que ça sert à quelque chose qui soit là? À part créer des chicanes mobiles tous les 10 tours pour les leaders. Parce que concrètement, c'est ça. Mick Schumacher, est-ce qu'on a vu quelque chose qu'il poutrait Nikita Mazepin? Ok. Nikita Mazepin, est-ce qu'on a vu quelque chose? Il est devenu de moins en moins dangereux. Ok. À quel moment on se rapproche d'1% du concept même du sport automobile et de la Formule 1 avec ces gars-là? D'accord, j'entends ton argumentaire, Brice. Maintenant, je préfère personnellement avoir une écurie qui offre, même si l'écurie est inexistante sportivement, qui offre 2 baquets à 2 pilotes. On l'a dit, en tout cas moi je l'ai souvent dit, je regrette de ne pas voir un Nico Hülkenberg en Formule 1 parce qu'il n'y a pas assez de baquets. Aujourd'hui, As offre 2 baquets à 2 pilotes, à 2 jeunes pilotes, mais je préfère avoir Mick Schumacher et Nikita Mazepin aujourd'hui en Formule 1 chez As que d'avoir 9 écuries, 18 pilotes, 18 baquets et ne pas avoir Schumacher et Mazepin. En tout cas, Schumacher. Mais je vais te dire un truc un peu encore une fois vieux con, mais je préférerais qu'on ait eu les moyens et eu les discours pour garder des Toyota. Je préférerais qu'on ait eu les discours pour garder des écuries qui avaient quelque chose à faire ici, en fait. As a voulu se lancer en F1 parce qu'ils étaient ailleurs et qu'ils ont voulu ramener les États-Unis en F1. Gene Haas a eu une lassitude. Ses pilotes ne lui ont pas apporté satisfaction. Son management ne lui a pas apporté satisfaction. Et depuis l'arrivée de Netflix, c'est la risée du paddock. On a, à part sur les 2 premières saisons, jamais réellement vu un professionnalisme à 100% dans toutes les strates de l'écurie. Aujourd'hui, s'il n'y a pas, parce qu'on va essayer d'être positif, s'il n'y a pas une profonde reprise de tout le concept, mais le concept même de l'écurie, pas de la voiture, d'essayer de comprendre où on va, qu'est-ce qu'on fait là, essayer de comprendre ça, plutôt que de se dire, eh ben, on prend notre salaire, parce que j'ai l'impression que concrètement, les employés de As sont là pour prendre leur salaire et pas grand-chose de plus. Ils n'ont pas les moyens de faire plus. Les points que tu prends pas, l'argent que tu prends pas avec les points, quelque part, tu vas les prendre avec les sponsors. C'est-à-dire que on accepte de ne pas marquer de points en mettant ces pilotes-là avec ces sponsors-là et ces apports financiers-là. Les sponsors sont pas dupes. Les sponsors savent bien que la répartition des droits TV se fait sur la position en piste et que la réalisation de TV ne te montrera pas s'il n'y a rien à montrer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Uralkali et One and One, ils ont pris vraiment un intérêt à mettre des millions sur Nikita Mazepin et sur Mick Schumacher? Franchement, j'en suis pas sûr. Mettre des millions sur Guan Yu Zhou, qui va être le premier pilote chinois en Formule 1 avec un marché d'1,5 milliard de personnes, oui, je comprends la manœuvre. Mais alors par contre, enfin vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on maintient en vie, et désolé pour encore une fois le parallèle osé, mais on maintient en vie quelque chose qui est déjà mort.
Mais justement, est-ce que c'est définitivement mort? On le sait, le nouveau projet 2022, alors As déjà était complètement concentré sur 2022. Le cap budgétaire ne suffira pas à ramener As à la lutte avec les autres. Mais le nouveau projet, on le connaît un petit peu. Un rapprochement avec Ferrari qui va fournir beaucoup de pièces. L'arrivée de Simone Resta en provenance de chez Ferrari, pardon, pour assurer justement cette liaison avec la Scuderia. Est-ce que vous y croyez à ce projet-là ou vous dites non, en fait, c'est un compte à rebours qui a commencé pour As et ils disparaîtront très rapidement? Mais encore une fois, 2022 est une inconnue et aussi bien As s'en sortira. C'est possible. Mais sincèrement, on a quand même rarement vu des bouleversements majeurs de hiérarchie. Le dernier s'est rarement retrouvé premier. 2009, à la rigueur, on peut penser Honda, Braun, ok. Mais Mercedes était sur une pente ascendante en arrivant en 2014. Il y avait quand même quelque chose. Là, est-ce qu'ils ont eu les ressources pour travailler sur 2022 correctement déjà? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire mieux qu'avant, il faut radicalement tout changer. Et est-ce qu'on a réellement tout changé chez As? On a changé les pilotes, mais est-ce que ça n'a pas été quelque chose de surface? Alors oui, ils peuvent faire quelque chose, mais sincèrement, je pense que ce sera davantage parce qu'une écurie aura planté son concept que parce que As aura fait quelque chose de miraculeux. Encore une fois, c'est mon avis, je peux parfaitement me gourer, mais j'ai tellement rarement vu une écurie aussi moribonde. Même Caterham, je ne les sentais pas aussi moribonds à l'époque. Pour toi, c'est ce qu'il y a de pire sur le 21e siècle? Je n'ai pas la prétention de me souvenir d'absolument tout. Il y avait HRT quand même, on a dit Williams tout à l'heure. HRT, c'était catastrophique, mais Williams, il y a une combativité, il y a quelque chose. Quand tu vois qu'en début de saison, Gunther Steiner, il arrive devant tout le monde et qu'il dit de toute façon, cette année, on ne fera rien, que Romain Grosjean, en quittant l'écurie, dit de toute façon, valait mieux la quitter maintenant. Ils savent, en fait, ils savent ce qui va se passer. Il y a un défaitisme global dans l'écurie où concrètement, il n'y a pas d'espoir, pas de but. Enfin, en tout cas, jusqu'à fin 2021, il n'y avait rien et rien encore. Alors, c'est pas parce que 2022, on change tout que ça veut dire que As va être plus performant. Ça veut juste dire qu'on change tout pour tout le monde, que la hiérarchie est remise à zéro. Pour autant, en fait, si tu pars de zéro avec des mecs qui n'ont pas eu la valeur jusqu'à présent de faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que ça va être mieux. C'est juste un nouveau départ. Ça ne veut pas dire c'est pas une grille inversée, hein. C'est un nouveau départ, c'est tout. Je pense qu'on a déjà beaucoup trop parlé d'une écurie qui, au final. Mais parce qu'on n'en a jamais parlé aussi dans la saison. C'est vrai, t'as raison. Passons au top flop, les pilotes. Très rapidement, on a détaillé les situations dans chacune des écuries. Voilà les 5 garçons qu'on a choisis pour notre top pilote. On y retrouve forcément le duo Lewis Hamilton, Max Verstappen pour le spectacle qu'ils nous ont offert pendant ces 22 courses de 2021. Pierre Gasly, forcément, vous en avez déjà parlé, Pierre Gasly chez AlphaTauri. George Russell, l'année de la confirmation. Carlos Sainz, quand même une demi-surprise, on va dire, pour les pistonnés. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à rajouter sur ce top pilote, pardon, s'il y a un pilote sur lequel vous voulez rajouter un mot qui n'aurait pas été dit, les gars. George Russell, aujourd'hui, c'est l'attente. Ce qui est fou, c'est que l'excitation de savoir si ça va marcher, chez moi, elle est quasi inexistante parce que j'ai la sensation que ça ne peut qu'être un mariage réussi avec Mercedes. Le talent, enfin, quand tu vois un pilote montrer autant de talent et de régularité, surtout chez Williams, qui était une écurie quasiment de F2 il y a quelques années, je vois pas, je n'arrive même pas à concevoir l'éventualité d'un échec de George Russell chez Mercedes. Moi, je l'attends performant dès la première saison. J'ai un petit peu l'effet inverse, c'est que j'ai l'impression que cette vision qu'on a, elle est fortement biaisée par Bahreïn 2020. Et comme on l'a vu une fois dans une Mercedes, et qu'on a vu être devant Valtteri Bottas, on a le sentiment que George Russell est performant sur la Mercedes, alors que la différence, c'est qu'on a Lewis Hamilton en face. Alors, pas forcément du talent, parce qu'on n'en sait rien pour le moment à voiture équivalente, mais est-ce qu'on ne va pas reproduire la même chose en termes de gestion des pilotes chez Mercedes? Est-ce qu'on ne va pas, jusqu'à la fin de carrière de Lewis Hamilton, brider un petit peu George Russell? C'est la question que je me pose. Dans la com de George Russell, on dirait que c'est parti comme ça pour le moment, mais c'est peut-être que de la politique.
Forcément, c'est surtout la construction du futur champion Mercedes. Moi, pour ma part, pourquoi je pense cela? C'est absolument pas par rapport à Bahreïn 2020. Moi, c'est vraiment sa progression chez Williams. En fait, c'est une progression saine. C'est comme un. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus en football, mais un joueur de 16, 17, 18 ans qui a un crack, tu le prêtes en Ligue 2, puis tu le prêtes dans un club de moyen bas niveau en Ligue 1, puis tu te dis il va commencer à être performant, je vais le garder dans mon effectif, mais d'abord dans la rotation, et puis ensuite il devient titulaire. Ça veut dire que George Russell, on a pris le temps de le façonner, de le construire tranquillement, étape après étape, il n'a pas brûlé les étapes. Et c'est pour ça pourquoi aujourd'hui j'attends beaucoup de George Russell chez Mercedes. Après, si la question c'est est-ce que je l'attends au niveau de Lewis Hamilton ou si Mercedes rejoue le titre mondial, je l'attends au niveau donc de Lewis Hamilton et du titre mondial. Non, ça pourrait être le cas, mais en tout cas, moi, je n'en attends pas autant. Par contre, j'attends d'un George Russell un pilote performant qui ne sera pas si loin de Lewis Hamilton. Hâte de voir, en tout cas, hâte de voir par rapport à la hiérarchie et à la compétitivité qu'il va y avoir entre les écuries de tête. Si effectivement on prend le choix de faire de George Russell un pilote 2, ou alors que Mercedes a entre guillemets récupéré son avance devant et qu'à partir de là on se dirige plus vers une Nico Rosberg, Lewis Hamilton, dans le sens où ok, on a la marge. Mais je pense que mine de rien, ce que feront les autres écuries en préparant leur monoplace va quand même pas mal conditionner la manière dont ça va se passer chez Mercedes en 2022. En tout cas pour la première année de Russell chez Mercedes. On l'a compris, George Russell, gros top en tout cas des pistonnés sur la saison 2021. Concentrons-nous davantage sur les flops. Voilà les 5 personnages qu'on a décidés. Il n'y a pas que des pilotes, puisqu'il y a la présence de Yuki Tsunoda, de Daniel Ricciardo, de Kimi Raikkonen, de Lance Stroll. On en a parlé tout au long de ce conseil de classe. Il y a la présence aussi de Michael Masi. Alors, pour Raikkonen, on sait qu'il ne repartira pas en 2022. Pour Michael Masi, le suspense reste, reste entier. À travers Michael Masi, c'est la direction de course qu'on a voulu un petit peu blâmer, qui n'a pas, on va dire, qui n'a pas su résister, on va dire, à la pression qui a été mise par les 2 top teams que sont Mercedes et Red Bull véritablement. Très sincèrement, moi honnêtement, j'ai même plus envie d'en parler. J'espère juste qu'on ne repartira pas sur une saison 2022. J'ai même envie de dire dans l'histoire de la Formule 1 qu'on ne repartira pas à terme sur de telles saisons. Moi honnêtement, mon spectacle a été gâché par ce qui s'est passé sur cette saison et sur cette fin de course. Pour être très honnête, la F1, dès que je peux, je me mets devant la télé, des reportages et docs. Honnêtement, depuis ce qui s'est passé à Abu Dhabi, sincèrement, j'ai beaucoup de mal à me remettre devant des GP, des rediffusions de Grand Prix de la saison dernière. Honnêtement, c'est du dégoût. Et encore aujourd'hui, j'ai cette sensation de dégoût. Alors qu'il y a cette saison 2022 qui arrive, de nouvelles monoplaces, de nouveaux règlements, de nouveaux pilotes, potentiellement une nouvelle hiérarchie. J'arrive pas, pour l'instant, je n'arrive pas à rentrer dans la saison 2022. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose. De la même manière, on en parlait lors de l'émission Rosberg, j'avais l'impression qu'on m'avait volé, entre guillemets, une saison de 2017 grandiose, phénoménale, mettez le qualificatif que vous voulez, mais une saison 2017 passionnante. Sauf que là, en l'occurrence, Nico Rosberg, c'est lui qui conduit, c'est lui qui est sur la piste et il a évidemment le droit, le devoir de suivre sa conscience. Si lui veut quitter, moi, je suis personne pour dire Nico Rosberg, c'est pas bien, t'aurais pas dû, même si je le pense. Mais je suis personne pour le dire, en l'occurrence. Là, ça n'a rien à voir avec du pilotage, ça n'a rien à voir avec le choix des hommes. Ce sont des décisions, c'est une philosophie de Formule 1. C'est une direction qui est en train de prendre la Formule 1, une direction qui, à mes yeux, est dangereuse. Et aujourd'hui, encore une fois, je le redis, on est mi-février. Pour moi, c'est encore du dégoût par rapport à ce qui s'est passé, la gestion de la saison 2021 et de la fin de saison 2021. Ça a gâché ton plaisir aussi, Brice, avec du recul? Parce que c'est vrai qu'on a réagi à chaud le soir d'Abu Dhabi. Et puis après, c'est vrai qu'en prenant du recul, je ne sais pas si vous avez revu la course depuis ou ce genre de choses. Tu réagis à chaud. Non, c'est compréhensible. Moi, personnellement, ça fait 2 mois du coup. Tu n'as pas changé de… Toujours cette sensation. Moi, j'ai re-regardé certains GP et je me suis dit, waouh, elle était folle cette saison. Et je m'en suis pas assez rendu compte sur le moment parce que justement, on avait cette VAR entre guillemets de la Formule 1 qui a été Michael Masi. On a eu un édulcorant à goût amer et écœurant tout au long de la saison qui a été
les décisions de la FIA. Alors, est-ce que c'est que la faute de la FIA et de Michael Masi? On peut aussi incriminer le fait que Verstappen a repoussé des limites dans le pilotage qui n'avaient pas été repoussées depuis longtemps, qui fait que d'un coup, on revoit beaucoup la FIA intervenir. Mais il y a un Mais il cadre. n'y a pas que ça. Il y Le a aussi ce... On Dis-moi. lui permet, parce qu'il y a un cadre qui est défini. Si Voilà. un pilote sort du cadre, il faut le sanctionner. Mais si le pilote, alors là, est-ce qu'il sort vraiment du cadre? Ça, c'est un autre débat. Mais dans l'éventualité où il y avait un cadre et Verstappen sort du cadre, là, c'est à la direction de course, c'est à la FIA, c'est à eux de taper du poing sur la table. Ouais, mais justement, en fait, là, les limites de Liberty Media comme peuvent se voir aussi, c'est-à-dire que on n'a pas besoin que l'arbitre soit un acteur et on a besoin d'avoir une lutte à deux, entre guillemets, là, cette saison. Et là, on a une lutte à trois avec la direction de course. Et la direction de course, dans son inconstance et dans le fait d'assumer son inconstance, a influencé à chaque course, à sa façon, le championnat. Alors, au final, on peut dire que ça s'équilibre avec tous les grands prix qu'il y a eu, les décisions controversées. Mais dans tous les cas, exactement, elle n'a pas vocation à équilibrer les choses. Elle a vocation à faire respecter une règle. Et basta. Et aujourd'hui, que Liberty Media se dise, ça peut être bien si on met les conversations radio entre teams principaux et directeurs de course, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il s'y passe des choses intéressantes pour le spectacle. Et ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est juste d'être avocat et juge de quelque chose et pas d'être des acteurs d'une sitcom. On ne diffuse pas les procès à la télévision en France, que je sache. Non, comment Eh ben, voilà, parce que ça n'a pas pour but d'être un divertissement. Mais est-ce que justement, on n'en fait pas un peu trop autour de la question de Michael Masi? Parce que si je reprends vos propos, les gars, vous dites, et vous avez raison, le règlement permettait à Michael Masi de dépasser, on va dire, les préconisations du règlement. Et à l'inverse aussi également, il y a ce fameux deal qui a été passé en avant-saison où les écuries et la direction de course s'étaient accordés sur le fait que les grands prix ne devaient pas se terminer sous safety car, ce qui nous a amené à cette décision malheureuse du dernier tour de Abu Dhabi. Est-ce qu'il faut simplement, on va dire, s'en prendre à Michael Masi, ou quelque part, c'est pas un peu facile aujourd'hui de ne s'en prendre qu'à Michael Masi, justement? Michael Masi, c'est le fusible. C'est la tête de gondole derrière toute une institution qui a failli à ce moment-là. Et pas qu'à ce moment-là, d'ailleurs. Mais si Michael Masi est pointé du doigt, c'est que le règlement est pointé du doigt. Michael Masi, au final, on le montre du doigt, alors que 90% des décisions qui sont prises pendant un Grand Prix ne viennent pas de lui, mais des commissaires. Et lui n'a pas vocation à prendre la décision à la place des commissaires. Lui, il décide d'une interruption de course, en l'occurrence, pour la safety car, c'est comme ça, ouais. Mais à la fin, mais le reste du temps, c'est pas lui qui décide des pénalités, par exemple. Non. Donc, en fait, on a cristallisé toute l'inconstance de la saison sur Michael Masi, alors que les commissaires de course changent à chaque Grand Prix et leur sensibilité change à chaque Grand Prix. Le seul élément qui ne change pas, c'est Michael Masi. Donc, Michael Masi, aujourd'hui, il a ce rôle, entre guillemets, bâtard, de fusible, d'être la tête de gondole du représentant de la FIA, à savoir le directeur de course. La décision qu'il prend à Abu Dhabi est peut-être malheureuse, est peut-être influencée, et peut-être parce qu'on a eu récemment l'onboard avec Jonathan Whitley qui met la pression à Michael Masi. Ce niveau de panique dans la voix de Michael Masi est phénoménal quand même à ce moment-là. Donc la FIA et la FOM payent aujourd'hui certains choix de mettre en public ce qui ne l'était pas avant, à savoir médiatiser Michael Masi, médiatiser les discussions. Charlie Whiting à l'époque, tu ne connaissais pas le son de sa voix. Tu le voyais sur sa petite tourelle là, avec ses feux, et terminé. Tu ne voyais que ça, mais de Charlie Whiting. Si Michael Masi aujourd'hui est devenu un personnage du circuit F1 et du coup un acteur, et il n'a pas vocation à l'être. Donc forcément, il cristallise des tensions. J'irai Michael Masi, Hamza, c'est pas forcément est-ce que pour toi ça représente une solution pour avancer justement sur ce qui a été l'énorme faille 2021? C'est une étape. Nécessaire. C'est une étape à mes yeux nécessaire parce que c'est compliqué, même pour apporter de la sérénité. Moi, je pense qu'il faut repartir sur une saison 2022 avec de la sérénité au niveau institutionnel et repartir sur Michael Masi. Je ne suis pas sûr que ça apporte cette sérénité. Donc,
le départ de Michael Masi est une étape. Maintenant, c'est une refonte complète. Alors, je ne sais même pas si on peut parler de refonte des institutions ou une refonte de la mentalité des Américains. Le show, le show, le show. Oui, mais le show, ça ne passe pas avant le sport. Le show, c'est la conséquence de ce qui se passe en piste. Ça ne doit pas être la cause. Donc, tu te retrouves dans une situation où aujourd'hui, ou en tout cas, j'espère pour 2022, il reste encore un peu plus d'un mois avant le premier Grand Prix, qu'on aura un début de saison 2022 sincèrement avec tranquillité. Parce que, encore une fois, si on repart sur une saison intense avec un duel entre deux écuries différentes, ce type de scénario pourrait se reproduire. Et là, à ce moment-là, il va falloir que du côté des instances, tout soit carré et qu'on serre la vis. Parce qu'il est hors de question de repartir sur une saison 2022 de la même. Et on aura le souvenir à ce moment-là dans les écuries de ce qu'a fait Michael Masi. S'il était amené à rester, on aura le souvenir de ce laxisme et de se dire on peut tenter puisque de toute façon certaines fois ça passe. Donc il va cristalliser en fait l'image de cette saison 2021 qui aura été une saison d'errance réglementaire. Donc effectivement c'est une étape parce que l'errance réglementaire elle existe. Donc il faut changer des choses dans les règlements, ça c'est sûr. Mais le personnage cristallise le fait que en fait c'est un peu lie et qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On rappelle ce que nous avait dit une fois quelqu'un qui était proche qui nous avait dit que Michael Masi était choisi pour sa jeunesse, pour la réincarnation de ce qu'est un directeur de course jeune dans la modernité. Est-ce qu'il n'a pas payé justement un manque d'expérience parce que c'était pas forcément le premier choix à la base. Charlie Whiting déjà est décédé avec brutalité et il a fallu trouver quelqu'un et on s'est dit on va réincarner ça avec de la jeunesse. Est-ce qu'on n'a pas payé un petit peu ce manque d'expérience alors quand même qu'on joue la plus grande discipline du sport automobile, ou en tout cas la catégorie qu'on appelle reine dans le sport automobile? Mais en même temps, ce qui est assez étonnant, on sait qu'en ce moment, Mercedes et Lewis Hamilton poussent justement pour que Michael Masi quitte le siège de directeur de course. Mais en même temps, si tu vires Michael Masi, on attend les conclusions aussi également de l'enquête menée par la FIA sur Abu Dhabi. Si tu vires Michael Masi aujourd'hui, c'est intérêt camouflé par rapport à Abu Dhabi. C'est-à-dire que tu pourras dire oui, la FIA était en faute puisque on a viré notre directeur de course. Donc c'est là où ça va être très compliqué aussi pour la FIA de se sortir de ce jeu-là. Ils offrent moralement un 8e titre à Lewis Hamilton en faisant ça. S'ils le virent à la suite d'une enquête pour faute, ils offrent moralement un 8e titre à Lewis Hamilton. Et à partir de là, en fait, tout le monde pourra dire ce qu'il veut et le titre de Max Verstappen n'aura pas l'aura qu'il aurait mérité avant ce Grand Prix-là, puisque dans tous les cas, sa saison est extraordinaire. Mais dans tous les cas, ce titre n'a pas la saveur qu'il devrait avoir après une saison aussi folle qu'elle a été. Dans tous les cas, la saison 2021 elle a été gâchée. Mais vous êtes nombreux à penser aussi comme Hamza, en effet, d'avoir ce dégoût un petit peu de la fin et de la conclusion de 2021. Merci les gars pour cette longue première émission. C'était important qu'on fasse bien de bilan, qu'on vous donne bien sûr toutes les clés de lecture en vue de 2022. On l'a dit, on repart sur de nouvelles bases. Une toute nouvelle ère va commencer en Formule 1. Nous, on retrouvera le plateau début mars, tout simplement. On vous fera vivre justement avec des previews. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas pour ce mois de février. Notre ami Hamza part en vacances. Mais on va revenir après son retour de vacances. On s'attend bien évidemment. On fera peut-être une petite preview pour expliquer notamment ce qui change en 2022, les différents règlements et aussi les possibles limites par rapport aux promesses faites justement par Liberty Media sur cette nouvelle ère, cette nouvelle époque. On aura l'occasion de parler de tout ça bien évidemment. Merci les gars d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours un régal ces pistonnets là. Dégoût de la saison 2021, mais c'est vrai que l'émission ça m'avait manqué un petit peu. Heureux de te l'entendre dire. Lui va nous manquer. Lui, forcément, va te manquer. Merci beaucoup, les gars, en tout cas. Et puis, à très, très vite. Restez fidèles au pistonné. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et la chaîne First Team Sport, bien sûr. Ciao, les gars.